propose de lancer des questions si vous en avez, ou de vous exprimer, ou donner des avis différents. Oui. Qui se cache derrière le GSS? Eux-mêmes. Ah, il y a bien une influence. Je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste de la sociologie du GSA ou de l'espionnage du GSA. Je vois ça un peu comme une nébuleuse diffuse. Il y a un peu de tout d'après moi. Il y a dans le sens large, et là certains jeunes d'autres partis bourgeois qui rejoignent ce qu'on appelle des libertariens, c'est-à-dire des gens qui nous disent vous nous emmerdez le moins possible. Le service militaire est une coercition insupportable. C'est les premiers. Il y a ceux, alors des vieilles citrouilles marxistes et trotskistes, qui ont tout simplement une haine viscérale de l'armée, parce que c'est l'incarnation de l'impérialisme bourgeois et petit-bourgeois. D'ailleurs, il faut bien dire que pendant la guerre froide, l'armée, souvent toute puissante, a pris des fois des pauses en Suisse qui pouvaient être mal ressenties. Ça, c'est très évident. Mais il y a ça, il y a ces gens-là. Et puis alors, les pires, ce que Lénine appelait les idiots utiles, c'est-à-dire les bonnes armes. Des verts, oui. Les bonnes armes. Et les verts, c'est très curieux. J'ai lu leur programme. Il n'y a qu'une alternative. Ils disent non, le danger, c'est la pollution. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un danger, c'est la pollution, c'est la nature. C'est les petites fleurs qui vont s'affaisser. Voilà. Effectivement, il y a un danger, mais je le reconnais. Mais on peut faire l'un et l'autre. Donc, si vous mettez tous ces gens ensemble, vous obtenez, je pense, le cocktail GSSA, plus les gens, alors qui simplement qui voient une arme, une épée, quelle horreur, une armure, mais c'est monstrueux, montrez ça à des enfants. Et puis voilà, ça fait, je ne sais pas, pas 50, mais j'espère, mais 40% de la population. Alors, moi, je l'ai cité tout à l'heure, il y a Marie-Hélène Yoton qui a publié dans un article qui a été repris dans commentaire.com, où elle a essayé de creuser qui était le GSSA. Donc on le retrouve sur notre site, on l'a mis dans analyse de fond. Elle a essayé d'aller faire un peu répondre à cette question. Oui, si vous le permettez, Jean-Claude Marot, j'aimerais venir sur un passage de votre livre, c'est dans le premier tiers. Vous parlez de l'armée milice, vous dites, c'est vrai, elle paraît un peu indisciplinée, mais elle a de l'initiative. Hein? Et ça change de certaines autres armées. Ceci étant, c'est vrai, cette indiscipline, nous la constatons parce que nos miliciens, quand ils sont sortis, ils ont une tenue qui n'est pas celle que nous avons connue avec d'autres uniformes. C'est une chose. Mais ceci dit, j'ai été invité au mois d'avril à visiter une troupe. Je ne suis plus en activité, mais j'ai été invité au mois d'avril à visiter une troupe. Ce n'était pas une que j'avais l'habitude, c'était de l'infanterie. Eh bien, ces gens-là, quand j'ai vu l'engagement, c'était des soldats rois, ils viennent de leur bête, c'est des miliciens, c'est le même point. Ils sont engagés, c'est un tir, on craint. Eh bien, oui, il y a des trémolos de la voix, ça bouge, ça y va, ils se donnent. Donc, entre ce qu'on voit sur un quai de gare et puis ce qu'on voit qui sort d'un piranha, ça change. Alors, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on voit quelque chose à la gare, il faut y aller, il faut voter pour soutenir cette armée. Parce que quand ils sortent d'un piranha, c'est visible. Ça vaut la peine de voter. Quel rôle joue l'armée dans le concept de la démocratie directe? Écoutez, on reprend lundi. Hein. Chaque citoyen soldat est un citoyen, donc il vote. Oui, prenez par rapport à l'œil que l'étranger jette sur nous, il y a une espèce d'incompréhension par rapport à notre fédéralisme et notre démocratie directe. Ça c'est clair, et il y a la même incompréhension par rapport à notre armée de milice. Moi je dirais les deux sont pour parler comme un théologien, sont consubstantiels. Finalement, il y avait souvent des Landsgemeinde et après les gens prenaient les armes, hein, où il y avait des convenances, cette espèce de législation de la guerre, où effectivement c'était voté à l'unanimité dans des assemblées de soldats qui allaient partir à la guerre. Donc ça a été très intimement, les officiers étaient élus hein, aussi, pas l'oublier. Donc
dès le Moyen-Âge, vous avez là, c'est imbriqué les deux notions, démocratie directe et armée. D'ailleurs, puisqu'on vous a parlé, j'ai malheureusement manqué les présentations brillantes, évidemment, de mon ami Guy Lecomte. Regardez le centre de Rouen. Chaque canton a introduit un débat pour savoir s'ils allaient envoyer des contingents et pas de contingents. Par exemple, les Genevois, finalement, vont tellement discuter, tellement tarder, l'essence, qu'il n'y a pas eu de contingent. D'autres, au contraire, les Vaudois, ils auraient voulu déjà le lendemain être à Schwyz. Donc, il y avait chaque fois aussi un débat sur ce rôle de l'armée, dans un cadre de démocratie directe. Voilà, c'est ça que je vois. Si vous permettez, j'aimerais d'une part enchaîner sur cette remarque et d'autre part poser une question en relation avec votre exposé. Je n'ai pas encore lu le livre, donc vous pardonnerez l'étendue de mon ignorance, mais de toute façon, même si j'avais lu le livre, l'ignorance serait aussi là. C'est toujours un tout petit moment délicat quand on invoque la démocratie directe et l'armée même de milice, parce que vous savez comme moi, vous trouverez toujours quelques féministes à tout cœur qui vont dire en tout cas c'est pas démocratique puisqu'il y a eu toute l'époque où seul l'homme qui portait l'arme pouvait avoir droit. Je le dis seulement parce que des fois, j'arrive pas à renvoyer cet argument, et j'aimerais bien qu'on me donne un coup de main. Parce qu'évidemment, je fais notamment partie de celles à qui on sort cet argument, si on dit l'armée de l'île. Ouais, mais enfin, vous oubliez que c'était parce que seuls les hommes portaient les armes que longtemps on a dit il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes. Encore une fois, c'est pas mon avis, hein, mais c'est important. Alors ça, c'est une remarque, si j'ose dire. Puis alors, ma question, en fait, est la suivante. Vous avez évoqué, notamment pour justifier l'armée de milice, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis convaincue, je crois, la possibilité de faire intervenir l'armée par rapport à des troubles intérieurs. Et là, on se heurte aussi toujours à cette réaction des socialistes. Ah oui, n'oubliez pas la grève, l'armée, etc. Et donc, il faut qu'on arrive encore à trouver des éléments, des arguments, je veux dire, pertinents et convaincants par rapport à une attaque militaire, si j'ose dire, venue de l'extérieur. Et là, je suis trop ignorante pour en trouver de bons. Écoutez, si vous avez brusquement, et ce serait possible, des brigands, comme ils appellent français, ou lyonnais, c'est des grands gangs, qui prend une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'otages dans une banque de Lausanne ou de Genève, là, il me semble que l'intervention armée de l'armée, parce qu'à ce moment-là, la police sera capable, sera justifiée. De même, quand dans les années 50, l'ambassade de Roumanie avait été occupée à Berne par des Roumains libres, si vous voulez, où ils s'étaient retranchés là-dedans assez longtemps, et bien finalement, le Conseil fédéral avait donné à l'armée l'ordre d'intervenir, et c'était Charles G13 qui avait défoncé l'entrée de l'ambassade, et les soldats qui avaient capturé les... Donc il y a des situations limites, mais on ne les connaît pas, évidemment. Ou disons, la police est encore suffisante pour les maîtriser. Mais on peut très bien arriver à des situations beaucoup plus tendues. Et ça, c'est au Conseil fédéral de décider. Alors voilà, vous pouvez avoir un peu peur quand je dis c'est le Conseil fédéral de décider, effectivement. Là, vous pouvez, là, le regard de l'enfant, mais voilà, on passe quand même par les voies légales, absolument. On voit leur opposition, pardonnez-moi, mais je me rappelle la lutte au couteau dans la commission de l'affaire de sécurité quand il s'agissait d'essayer de donner un rôle à l'armée par rapport à la sécurité interne dans la loi sur la sécurité. Ils ne veulent pas, parce que tout de suite on vous jette évidemment après, mais malheureusement après... La réponse c'est oui, mais alors là, il nous faut des corps de spécialistes, donc une armée professionnelle. Et encore une fois, j'aimerais avoir des arguments convaincants, à part ma conviction profonde, pour répondre à ceux-ci. Bah, écoutez, je termine juste. Écoutez, moi je pense qu'il faut aussi faire attention avec ce mythe du spécialiste. Je pense qu'un soldat de milice bien formé, et c'est le cas, vous verrez d'ailleurs mon exemple du patron de l'école de guerre de Paris qui assiste l'année dernière à un exercice où il dit mais ils sont supérieurs à nos types qu'on fait une année. Donc ça,
Il ne faut pas sous-estimer le soldat de milice, hein, pas seulement le présenter comme un ivrogne dans un buffet de gare qui attend le prochain train, comme ça a été souvent fait. Donc ça, je pense... regardez la garde nationale américaine, c'est quand même elle, toutes les émeutes noires des années 60, 70 et ça, c'est elle qui est intervenue, c'est elle qui a fait le mot, c'est pas l'armée, hein, pas du tout. Donc il faut quand même faire confiance à ces gens qui sont formés, qui ont eu des cours de répétition, qui savent ce qu'ils font, et puis il faut leur donner le cadre légal pour pouvoir le faire. Sinon on ne s'en sort jamais. Parce que comme vous le dites très bien, on retombe dans ah oui, mais il nous faut des spécialistes. Et moi je crois qu'il faut se méfier des spécialistes. D'autant plus que le peuple suisse a quand même un très haut niveau de formation, surtout en ce qui concerne les choses modernes, hein, la cyberguerre, l'électronique, la conduite de véhicules sophistiqués ou même d'avions. Donc on peut très très bien assumer ça. Nos pilotes de milice ne sont pas plus mauvais que les pilotes professionnels, pas du tout. Apparemment. Alors, à titre d'exemple, vous vous souvenez des inondations à Brigue, par Gondo, Brigue. Eh bien, la première demande de l'état-major de crise n'a pas été des troupes de génie ou des troupes de sauvetage. Il était une compagnie d'infanterie, donc une compagnie de fantassins plutôt, de fusiliers, pour encercler Brigue, parce que les pillards étaient là. Oui, madame, les pillards étaient là. Donc, il a fallu ramasser une rentrée au service, là, de cet arrivant dimanche, je ne sais plus. Ils ont pris une compagnie fuse d'urgence pour aller là-bas, encercler Brigue. Il fallait empêcher l'accès à cause des pillards. Et le pillage, où est-ce qu'il y a eu une manifestation la semaine passée, où c'est directement derrière, c'était les pillards qui arrivaient. Donc, voilà. Alors, la situation, elle est comme ça. Alors, je ne pense pas que les confrères parlementaires socialistes peuvent refuser ceci. Alors, voilà. Non, je pense qu'il y a une ambiguïté là quand même. Parce que bon, je trouve que je suis assez à gauche et que je pense que pas mal de socialistes voteront dans le sens que va indiquer Ottendorf, à savoir, écoutez, on sait à savoir une armée de milices, des officiers une armée de milices nous protège d'une armée de métier qui est imprévisible. Je crois qu'à gauche, il y a quand même, au niveau des militants, il y a quand même un peu ce réflexe. Mais si j'ai bien compris quand même ce qui se passe, et personnellement, je voterai l'obligation de servir, c'est les militaires qui baissent les effectifs. Ils nous disent qu'on n'a pas besoin de ces gens-là. Alors mettez-vous à la place du citoyen lambda qui n'est pas très concerné, qui dit, d'un côté on nous dit qu'il y a trop de soldats, et d'un autre côté il faut maintenir l'obligation de servir. Donc il faudrait que les militaires aient un langage clair. Un petit exemple. Moi qui suis un très mauvais tireur au fusil, parce que j'étais mitrailleur, je suis membre de l'abbaye de Beaulieu. Bon, alors il y a des explications à ça. Cette année, on a dû aller tirer à Bretonnière. Et là, le président a dit, c'est quand même incroyable, le département militaire du canton de Vaud n'a pas été fichu de défendre ses abbayes. Il y a des normes maintenant qui interdisent d'utiliser la plupart des stands, et les abbayes vont mourir parce qu'elles n'ont plus le temps de tirer. Est-ce que c'est pas une balle dans le pied? Est-ce qu'on ne peut pas se demander quand même si le département militaire du canton de Vaud n'aurait pas là dû soutenir ces gens qui veulent maintenir une tradition patriotique ancienne un peu plus loin et qui sont déçus? Et dont certains, pour sanctionner, vont dire tiens, on va voter, ça risque rien, on va voter la suppression de l'obligation de servir. Est-ce qu'on a besoin de 100 000 hommes? Est-ce qu'on a besoin d'une armée de milice? C'est pas la même chose. Parce que si on regarde une armée de milice puis qu'on arrive aussi à contraindre tout le monde à y aller, ça c'est un autre problème, mais c'est pas la même chose. Il faut à ce moment-là baisser le temps de service. Il faut imaginer une armée où les gens feraient plus du service que pendant 3 ou 4 ans, etc. Et puis que chacun y aille. Parce qu'autrement, c'est terminé. Vous ne pouvez pas, avec une armée de 100 000 hommes, utiliser... Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Alors moi, j'aimerais juste peut-être compléter sur un autre angle. Je pense que le débat de savoir s'il faut mettre 20 000 hommes, 100 000 hommes, c'est un faux débat. Parce
Ce qu'on doit savoir, c'est que l'armée doit être capable de mobiliser jusqu'à 10% de sa population. Ça, c'est dans le concept. Donc ça veut dire que dans l'organisation, elle doit laisser justement les sociétés tirer. Il faut que les gens, aux civils, puissent s'entraîner, qu'on ait toujours des bons tireurs, qu'on ait une population fit, qu'on ait des gens qui fassent des associations avec des courses de patrouille et des choses comme ça. De temps en temps, des exercices militaires pour quand même avoir l'habitude d'être ensemble. Mais ça, c'est le rôle de l'armée. L'armée doit gérer la menace. Si aujourd'hui la menace, et on a vu, depuis un certain nombre d'années, l'armée évolue, elle évolue avec la menace. Donc si on a créé, à un moment il y avait les réfugiés, donc on a créé la brigade, la division territoriale. La division territoriale, c'est quoi? C'est des soldats qui sont formés pour aller au-devant d'une population d'émigrés à l'intérieur de la Suisse, ou des manifestations comme ça. Donc on a travaillé la menace là-dedans. Si aujourd'hui il faut 3 divisions de hackers, de gens qui ont des cheveux longs, puis qui travaillent depuis chez eux, et qui n'ont pas besoin d'un uniforme, parce qu'ils sont même réfractaires à un uniforme, on a toute la jeunesse qui est idéale pour faire ça. Donc c'est à l'armée à gérer ça. Nous, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est garder cette infrastructure, et qu'on mette à la tête, et ça c'est vous, en tant que citoyens, qui devez être derrière, on doit être derrière pour dire, nous on n'admet pas l'armée que vous avez fait maintenant. Ça correspond à rien. Ce qu'on veut, c'est d'avoir la capacité de réactivité en fonction d'une menace. Donc on doit s'apprécier. Et donc le débat maintenant de 20 000 hommes comme Maudet qui propose ça, alors qu'il s'occupe de la sécurité, c'est juste hallucinant. Donc il faut arriver à travailler dans le bon sens, simplement dans le bon sens. Alors pour revenir à Guy Lecomte, alors je suis absolument d'accord, absolument, et j'en souffre, de voir que l'armée est souvent comme Polonius derrière le rideau avec un poignard et se poignarde elle-même. Enfin, il y a des déclarations d'officiers généraux, il y a des déclarations d'officiers supérieurs qui sont souvent hallucinantes. Et comme l'exemple que vous avez cité, les tirs, les abbayes qui sont sabotés, à Genève, on pourrait voir aussi le problème du musée militaire, enfin il y en a beaucoup. Et effectivement, il y a des déclarations, le ANSSN en publie, d'officiers qui sont presque contre l'armée, qui sont véritablement veulent la faire le plus petit possible, à ras et pâquerettes, et surtout qu'on ne l'aperçoive pas, qu'on ne la voit pas. Monsieur ? Si vous permettez, j'aimerais faire une remarque suivante. J'ai quelquefois le sentiment que l'armée ne sait pas faire de la publicité non plus. Puisqu'on lui demande peut-être maintenant de changer ses missions, ses différentes missions, eh bien, il y a un exemple, moi, que j'aimerais citer, c'est qu'on est en train de discuter de la suppression de la patrouille des glaciers. Et là, on a un exemple à notre type où on s'est rendu compte de l'utilité de l'armée. Et à l'heure actuelle, on est en train de remettre en question le bien fondé du soutien de l'armée, alors que c'est une occasion unique, excusez-moi du terme, de faire travailler nos militaires, qui le font de manière concrète, bien souvent dans des situations extrêmement difficiles, où ces gens auront la possibilité, une fois de plus, de faire de la démonstration de leur utilité. Alors là, je crois qu'on est en train de se mettre un une balle dans le pied, parce qu'alors, moi, je trouve ça absolument aberrant, puisqu'on est en train d'examiner les missions qu'il faut donner à notre armée, et on a un exemple à soutenir. Oui, c'est le groupe qui Guido, au fond, lutte là contre l'abandon de toutes sortes de structures militaires, la mise au rebut, certains matériaux qui sont obsolètes, mais d'autres qui ne le sont pas, et on a l'impression, avec une joie de la part des militaires supérieurs, de sardanapale devant les flammes de Babylone. Foutez-moi toute cette ferraille au diable, etc., et on va reprendre l'armée à zéro. Il y a la patrouille des glacés, il y a la patrouille aérienne aussi, et il y a des graves menaces là-dessus, évidemment. Dès qu'on a quelque chose qui pourrait exhiber l'armée dans un sens positif, il y a des tas de gens et des militaires qui essayent de prendre profil bas. Albert, je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier. J'ai lu votre livre et je le trouve tout à fait remarquable. Je tiens à le dire ici.
voudrais attirer votre attention sur le fait que M. Langendorf donne dans son livre une liste beaucoup plus étoffée des menaces possibles et de ce qui pourrait arriver à la Suisse si on ne fait pas attention. Il y a deux aspects qui m'ont beaucoup frappé. Vous avez écrit « La Suisse n'est pas, les Suisses, ou la Suisse n'est pas aimée à l'étranger ». Et c'est vrai, je le sais, pour y être beaucoup à l'étranger. Et une autre chose que vous dites, c'est que la Suisse est un bon élève, encore, surtout en Europe, quand on voit à quelle vitesse beaucoup de pays européens partent un peu à la dérive. Et l'exemple de la Belgique que vous citez aussi est tout à fait vrai, c'est assez inquiétant pour un pays qui avait une certaine fierté et qui est divisé avec des difficultés internes qui n'en finissent pas. J'ai eu l'idée à un certain moment de lire la liste des menaces, je crois que c'est dans le dernier tiers de votre livre. J'ai lu ça à mon épouse, qui est une brave citoyenne, qui ne voit pas tellement de danger, qui ne voit pas pourquoi on s'inquiète. J'ai lu ça de manière tout à fait anodine, en disant écoute un peu ce que Langendorf écrit sur cette question de la menace. Et là, je l'ai vu frémir. Elle a dit arrête, mais tu vas voter. Je lui ai dit mais toi aussi. Et nous nous sommes bien compris. Et je vous assure que, bon, je regrette un peu de le dire devant tout le monde, mais la liste dans votre livre est autrement impressionnante que ce que vous avez dit maintenant, ce qui était d'ailleurs tout à fait juste, mais c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus convaincant. Je crois que ces petites dissensions sur le fait est-ce que les femmes doivent servir ou pas servir, si elles ont envie, pourquoi pas, mais le service militaire est déjà volontaire, ou presque en Suisse. On n'en est plus à une obligation de servir. Je crois qu'on arrive au mieux à 15% des jeunes gens qui font du service. Donc, merci. Je veux juste répondre à Mme Sando encore au sujet des femmes et des militaires. Il faut quand même pas oublier qu'elles ont eu un rôle militaire considérable pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elles ont supporté d'abord la maison, les mômes, la ferme, les fabriques. C'est l'émancipation de la femme date quand même de 14-18. Quand elle commence à partir dans les fabriques, belle émancipation, en parenthèse, et quand elle commence à être conductrice de tram, d'autocar, etc. Et là, ça n'a jamais été chiffré, mais ce que les femmes, je prends que la Deuxième Guerre mondiale, ont réalisé au niveau du pays, travaillant aussi à la production, travaillant à l'agriculture, s'occupant des enfants, s'occupant de tout, plus les services complémentaires féminins, a été énorme. Si le type pouvait partir plus ou moins tranquille sur la frontière, c'est qu'il savait qu'il y avait sa femme ou ses filles aînées qui s'occupaient des gosses, qui ramenaient la récolte de patates et qui faisaient tourner le ménage. Si vous permettez, j'en suis totalement convaincue. C'est bien, et c'est justement pas la réponse. Parce que la réponse sera, mais ça c'est la guerre qui a provoqué cela, c'est pas la preuve que l'armée est démocratique. Il y avait le problème, la question du lien à faire entre l'armée de milice, la démocratie, et c'est là qu'on entend un certain nombre de femmes dire, ben justement pas, n'est-ce pas, puisque ça n'est pas à cause de l'armée qu'on a accordé le droit de vote aux femmes, c'est à cause de la guerre. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, c'était bien après la guerre. Parce que ça m'ennuie d'avoir d'entendre ce genre d'argument. J'ai la peine à répondre. Mais qu'est-ce que les femmes tiennent? Je crois que c'est pas un bon lien de faire systématiquement un lien entre armée de milice et démocratie, parce que ça énerve un certain nombre de personnes. Oh, si je vous comprends bien, attendez, ça énerve des personnes qui considèrent que finalement l'émancipation de la femme s'est faite par d'autres voies que par la guerre, que par etc. Oui, c'est pas l'armée qui a assuré l'émancipation de la femme, mais pourtant, c'était pas son rôle. Non, c'était pas son rôle. Non, absolument pas. Non. Évidemment, on vous lance après la Landsgemeinde qui n'a été supprimée que par cet aberrant arrêt du tribunal fédéral, j'ai encore mal au ventre, je pense. Ouais. Il se trompe si souvent, le juge fédéral, presque. Mais au fond, on y allait avec son épée. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas accepter les femmes. Encore une fois, vous connaissez mes convictions profondes, je cherche des arguments
Je ne défends pas. Vous avez quand même eu dans la Deuxième Guerre mondiale, je pense, environ 80 000 femmes qui étaient dans le service complémentaire féminin. Je ne peux pas l'oublier non plus. Oui, non. C'est pas complètement écarté de l'armée. Je dépose un officier de milice. Je vais passer la parole à monsieur qui est derrière. Je prends la parole, excusez-moi, monsieur. Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que quand vous faites un constat de l'armée de milice, de l'armée actuelle telle qu'elle est, moi je voudrais simplement dire une chose, dans une démocratie, dans toutes les démocraties, l'armée est une institution comme une autre, comme les chemins de fer, comme la poste, comme la compagnie aérienne, et une institution, quelle qu'elle soit, elle va évoluer de la société, parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel changement, depuis très longtemps d'ailleurs. Mais le problème de l'armée suisse, c'est qu'elle n'a pas su évoluer. Avec le service militaire de 20 à 50 ans, ça n'a aucun sens actuellement, comme on l'a fait dans le passé. Et ce qui s'est passé sur les années 90, on a perçu, le monde politique s'en a perçu, ils ont dû rattraper ce retard, ils ont tout chamboulé. On a fait une espèce d'armée avec on a supprimé un an de jour, on a supprimé un an de verre, après on a mis des cours de répétition de 15 jours, on a mis 3 semaines, on a mis des cours de à 15 semaines, après on a mis 20 semaines, après on a fait un service long, on a tout chamboulé, on ne s'y retrouve plus du tout. C'est un foutoir. Une organisation. Mais c'est ce que j'ai souligné, je ne suis pas du tout l'espèce d'état d'armée helvétique actuel, pas du tout. C'est le monde politique. Le monde politique est responsable. Le monde politique dans son ensemble, c'est pas une question de socialiste, de divers, c'est le monde politique dans son ensemble. J'aimerais juste répondre à ça parce qu'en fait, le citoyen là derrière, c'est lui qui élu ce monde politique qui fait ça. Oui, mais on n'est pas un homme politique pour ses idées qu'il a sur l'armée. On est élu sur les armées, sur tout ce qu'il a. Très bien, je connais la Suissaire. La Suissaire aussi, c'est une compagnie qui n'a pas su évoluer. Elle n'a pas vu le changement qu'il y avait dans le monde. La libéralisation, ils n'ont pas vu l'évolution. Ils ont tout. Et bien, c'est ça les institutions. Les institutions doivent s'adapter au monde. Et l'armée n'a pas su. Alors, pour l'armée, on a un double problème. Et je pense qu'il faut aborder, il faut crever cet abcès. C'est qu'on a un problème de gens de l'intérieur qui aimeraient s'otaniser. Donc, ils font tout pour qu'on supprime cette notion de milice. Et c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure dans la désolidarisation de la population avec son armée, pour que les gens disent « Ah non, mais moi cette armée-là, je ne la reconnais pas, donc c'est pas celle que je veux ». Donc ces gens-là travaillent, ils gangrènent de l'intérieur. Et ils se rejoignent finalement avec ceux qui veulent, pour des raisons idéologiques, la suppression de l'armée. Donc on est dans une phase où cette pauvre armée, elle est massacrée des deux côtés. Et le citoyen doit rester calme et zen au milieu en disant « L'institution, il faut qu'elle reste, parce qu'on ne verrait pas sortir les chemins de fer, on ne verrait pas enlever les hôpitaux, des choses comme ça. Par contre, on doit être vigilant sur ce qu'on veut avec cette armée. Et c'est là que le citoyen, lui, doit monter au créneau. C'est là qu'il doit dire, moi, je n'admets pas ce qu'on fait aujourd'hui avec notre armée, comment on la martyrise. Et c'est là notre rôle qu'on a. Pour ça, il faut un projet. Il faut dire qui doit servir, quel âge à quel âge, avec des écoles d'orthographe, avec des cours de répétition. Est-ce qu'on veut des cours de répétition? Est-ce qu'on n'en veut pas? Il faut déjà définir qui est gendarmerie aussi. Est-ce qu'on veut une armée de milice ou une armée professionnelle? Oui, et ça, c'est le débat qui va venir juste derrière. Ah. Parce que ceux qui sont en partie derrière aussi cette tentative d'enlever l'armée, parce que s'il n'y a plus d'armée, on va où? On va à l'OTAN, et donc on a une belle carrière. Donc c'est ceux-là. Aujourd'hui, on est dans le premier débat. Donc eux, ils sont gagnants chaque fois. Oui, mais il faut pas dire une chose, c'est que si les gens veulent une armée professionnelle, il y a beaucoup de gens qui sont partisans d'une armée professionnelle, la raison, elle est toute simple. C'est parce que l'armée professionnelle est un concept qui est très clair. C'est des professionnels comme des facteurs, comme des employés au secteur, c'est des fonctionnaires, c'est une armée de professionnels comme la police. Vous êtes content de la poste maintenant? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est comme la gendarmerie, comme la police municipale, c'est un concept. C'est ça, c'est un concept qui est simple. Une armée de milice, c'est un concept qui est beaucoup plus compliqué. Il faut le définir, il faut le structurer. Ça ne se fait pas n'importe comment. L'armée de milice, elle est ancrée dans chacun de nous, donc elle est assez simple. Non, regardez les cours de répétition. Il faut. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la tête là où il faut, qui n'ont pas l'expertise militaire qu'on leur demande, ça c'est clair. Le concept en lui-même, il est simple. Non, je ne crois pas qu'il y ait. Ça, c'est la forme. On ne le voit pas même en concept. C'est la forme. La forme, on la voit. C'est le fond. Oui. Je vais juste donner la parole à Olivier, tu avais toujours. Juste une chose, une anecdote, une remarque. Une amie qui est proche a un fils qui partait à la dérive, qui est allé faire son service militaire pour aller à l'école d'officier. Ça a reboosté. Un exemple purement humain,
peut être avancée dans le cadre de cette campagne. Oui, l'armée de milice est encore utile aujourd'hui à des gens, à des jeunes hommes en l'occurrence, et cette dimension-là, on l'oublie, elle doit être remise en avant. Maintenant, qui est un peu en lien avec le problème que soulevait Suzanne Sando et la démocratie directe, c'est la milice. C'est la milice même qui est consubstantielle à l'histoire suisse. C'est le problème, c'est toute la question, c'est que la Suisse s'est construite autour d'individus, hommes d'abord, puis femmes plus récemment, capables de faire tout en même temps. L'associatif, l'économie, l'armée, la gestion des affaires publiques. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, parce que le même problème qu'on rencontre avec l'armée de milice se voit également, par exemple, par rapport au Parlement. Au Parlement fédéral, qui est aujourd'hui officiellement de milice, et c'est vrai qu'il y a des parlementaires professionnels, entre guillemets, mais c'est toute l'explication que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de politiciens professionnels que l'esprit de milice pour autant a été tué. Et c'est vrai que c'est une dialectique qui est particulièrement délicate, et l'armée, aujourd'hui, s'intègre dans cette même difficulté, montrer que l'esprit de milice déborde le cadre dans lequel on le voit, et que toutes ces dimensions se répondent, dialoguent, et qu'on peut comprendre l'armée de milice que si on apprend le problème globalement. L'époque, la grande époque au 19e, où n'importe quel capitaine d'industrie était également conseiller national, membre du comité du Fort Hort, officier général souvent, officier au gradé dans tous les cas, etc., etc., etc. Et ça allait jusqu'aux couches les plus, entre guillemets, inférieures de la société. C'est tout le monde qui était intégré dans ce système de polyvalence de l'individu, donc des compétences pour aller au-delà des spécialistes que la Suisse ne connaissait pas. Et c'est ça le problème qui fait de théoriser, entre guillemets, aujourd'hui. Hélas, la Suisse n'est pas très, comment dire, encline à théoriser les choses, et on en souffre aujourd'hui un peu, hélas. François, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste relever quelques contradictions entre le discours du président Marc Stübler et puis quelques réflexions de Jean-Jacques Langendorf. Dans le discours du président Stübler, les critiques émises vis-à-vis de nos autorités politiques, en particulier le Conseil fédéral, sont sévères. Je tiens à souligner qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque les ennuis ont commencé très sérieusement avec l'affaire des fonds en déshérence, nous avons dû constater que le système politique au plus haut niveau en Suisse ne fonctionne pas en état de crise. Nous avons constaté ces 15 dernières années que le Conseil fédéral refuse obstinément toute réforme. Donc au niveau de la décision, moi je me fais du souci comme citoyen suisse, au niveau de la décision. Parce que je rappelle que l'armée dépend du politique. Alors quel que soit le niveau de notre armée et son statut, si au niveau politique on a des gens incapables de décider quoi que ce soit, il n'y aura pas beaucoup de différence. Donc ça, je peux répondre directement parce que, en fait, dans une réunion récente, enfin il y a 2 ans en arrière, j'ai rencontré le service de renseignement de l'armée. Et puis je lui dis, est-ce que d'après vous, on est en guerre économique? Alors il me répond, oui. Je dis, est-ce que d'après vous, le Conseil fédéral le sait? Il m'a dit non. J'étais un peu outré, puis je lui dis, mais me regardez pas comme ça, il n'y a pas de char aux frontières. Donc c'est là que j'ai compris, j'en ai parlé dans le saucissonnage du renseignement, c'est qu'on a tout fait pour saucissonner, pour qu'il n'y ait plus rien, pour qu'il n'y ait plus aucune alerte qui fonctionne. C'est-à-dire que le renseignement militaire, il est complètement effacé parce que lui s'occupe que de la menace militaire. Et puis on a un renseignement économique qui lui dépend de l'économie suisse et dont les intérêts ne sont pas en Suisse, il faut le dire quand même, et ceux-là, eux, ils refusent de donner l'alarme. Et je l'ai mentionné récemment, enfin brièvement dans la petite discussion tout à l'heure, c'est de dire on est en guerre économique. Quand on est en guerre, il faut un général, il faut un comité de crise, et c'est lui qui prend la décision. Le Conseil fédéral, c'est une notion qui marche en temps de paix. Donc, ce que la Suisse doit faire, c'est avoir un système d'alerte, c'est le service de renseignement,
quel qu'il soit, ça peut être sanitaire, ça peut être alimentaire, ça peut être n'importe quoi. Il doit y avoir un service de renseignement qui dit attention, zone rouge, on en alerte. Et à ce moment-là, le Conseil fédéral doit nommer un chef. Et c'est lui qui décide. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Parce qu'on refuse de considérer qu'on est en guerre et on continue à parler avec des amis, à signer des traités avec des amis. Je veux dire, réveillez-vous, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit. Et on a fait un article dans le journal récemment en disant, mais nommons un général, comme tout le monde. Mais on n'a pas besoin de mobiliser l'armée pour ça. On a besoin d'avoir un gars qui est en poste que pour la tumeur qu'on doit gérer. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et ça se fait pas. Et ça, le citoyen doit se lever pour dire, et c'est dans les journaux, parce que le politicien qui va à Berne, il lit le journal quand il arrive là. Donc ils ont tous lu le même journal. Donc s'il y a de la masse de gens comme vous qui vous levez et qui écrivez dans les journaux comme quoi vous n'êtes pas d'accord, et puis qu'il y a suffisamment d'articles qui viennent de différents horizons, sous différents angles d'approche, le politicien il commence à raisonner et puis à se dire ah ouais quand même on devrait peut-être faire quelque chose. Mais là personne ne dit rien. Et c'est juste hallucinant. On est dans une manque de réactivité totale. Et on se fait enfoncer tous les jours. Et ça va à une vitesse où je ne sais pas qui est derrière l'Immerschlumpf, en tout cas au niveau financier, parce que moi, j'arrive déjà même pas à suivre le journal qui relate ce qu'elle fait. Alors elle qui est à l'avance en faisant les choses, je me dis qu'elle doit avoir une smala derrière qui bosse pour elle. Et là aussi, on pourrait se poser la question, qui sont derrière elle? On ne va pas tomber dans la théorie du complot, mais... je pense que des fois, la réalité dépasse la fiction. Monsieur, et puis je suis à vous. Merci pour la question. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que finalement, nous n'oublions surtout pas que nous avons une votation le 22 septembre où il faut être simple pour la plupart des gens. Donc tout ce qu'on pourrait imaginer de complot, de tout ce qu'on veut, ça on ne comprend pas. Je crois qu'il faut expliquer simplement les choses aux gens, et je trouvais que l'intervention de Suzette Sando est remarquable dans la mesure où effectivement il faut expliquer pourquoi et comment. Je pense qu'on a parlé d'armée de spécialistes. Je pense également qu'une armée de milice est une armée de spécialistes. Dans la mesure où tout ce qu'ils ont appris aux civils leur permet d'être utilisé à l'armée, et j'en ai fait suffisamment longtemps pour savoir ce que cela veut dire. Et c'est la même chose pour, on parle d'avance fédérale, mais parlons peut-être d'une municipalité, parlons de village ou de ville, où justement les municipaux, quand on arrive dans un conseil municipal, on dit, bon, toi tu sais faire ça, tu fais ça. Et en principe, ça fonctionne assez bien. Après, on va beaucoup plus haut, c'est dilué. Donc, je trouve qu'une armée, une obligation de service rassemble le maximum de gens à partir du moment où on peut expliquer les choses. Simplement en disant, ouais, c'est comme quand les gens ont dit avant, on fait un métier, après on s'engage sur le plan politique dans son bled, et on fait quelque chose d'une manière très concrète dans son village ou dans sa petite ville. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut expliquer aux gens. Si on va trop loin, je rappelle que les plus grands succès des votations, c'est lorsque la question posée est simple, et puis que la réponse qu'on peut donner aux gens qui ont voté est simple aussi. Oui, on n'est pas beaucoup à intervenir comme femme, mais moi je voudrais juste vous dire deux choses. Moi j'ai longtemps milité dans des mouvements féminins, mais nous n'avons jamais parlé d'armée, et moi, heureusement, je suis très contente, même si j'avais pu y aller, je suis contente d'avoir pas été, parce que je ne pourrais pas supporter. Mais bon, je voterai oui, parce que moi je suis d'accord qu'on maintienne notre armée. Non, il faut voter non. Non. Mais ce que je pense, c'est un peu dommage cette histoire de cette votation. D'habitude, on a toujours deux projets. Souvent. Oui, un bon projet. Et il n'y a rien. C'est peut-être un petit peu le drame. Moi, je pense que c'est pour ça que ça va être difficile. D'habitude, il y a une proposition, etc. Et là, il n'y a rien. Est-ce que les gens savent qu'il faudra modifier, qu'il y aura tout de suite quelque chose derrière? Est-ce qu'on en parle? C'est ça, on n'en parle pas. Vous nous en avez parlé aujourd'hui. Normalement, je suis content de savoir qu'il est prévu après de changer tout ce qu'est l'armée. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Et c'est très dommage, parce que les gens diront ou oui ou non. Voilà. Sans comprendre, exactement.
Je prends juste la parole à monsieur et après. Peut-on rappeler simplement les 3 lignes du texte qui doit être changé de la Constitution? Je pense que ça serait nécessaire, comme ça on ne pourrait pas hésiter entre oui et non. N'est-ce pas? C'est clair. Voilà. Voulez-vous un service volontaire? Ou bien voulez-vous abolir l'obligation de servir? C'est simplement ceci. C'est non. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de service professionnel et non professionnel. Ça s'arrête là, la question. On n'abolit pas le service obligatoire. Terminé. Voilà, c'est ça, il me semble. La petite question de... Vous avez parlé du général, mais ça, avant je parlais de l'armée qui n'a pas évolué. On est dans un concept actuellement, en 2013, on a le même concept qu'en cas de guerre que 1939. C'est-à-dire si on a un conflit armé, les 4 en Europe actuellement, l'Assemblée fédérale se réunit et élit le général, comme en 1939. Donc en 70 ans, plus de 70 ans, on n'a rien changé. Et ça fonctionne. Ça ne peut plus fonctionner, ça. Ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Il faut juste... Regarde, qui c'est qui fait ça? Vous croyez qu'en France et en Allemagne, ils font comme ça? Quel pays fait ça? Personne ne le fait. On regarde un peu. Je préfère être en Suisse pour l'instant qu'en France ou en Allemagne. Hein. Oui, non. Est-ce qu'il y a des démocraties? Est-ce qu'il y a des pays démocratiques au monde où lorsqu'il y a un conflit armé, l'Assemblée politique se réunit pour dire le commandant-chef de l'armée? Ça, c'est avant. La démocratie grecque n'existe qu'en Suisse. Non, oui. Une dernière question, puis après on passe à l'apéro, parce qu'on a tout apéro, parce qu'on a déjà retardé 1 heure la fermeture du musée. Si je veux simplifier d'une façon assez primitive, au fond, si on veut une nouvelle armée, parce qu'on aurait eu dans un autre cadre et d'une autre manière, ça passe par la politique. Oui. Au fond, ça. Et on l'a bien dit tout à l'heure, et tu l'as répété René, merci, c'est qu'il y a une votation et qu'on ne se trompe pas de débat. C'était ça un peu le but de la soirée, c'est de dire ne nous trompons pas de débat, c'est exclu qu'on touche à l'institution de l'armée. Alors moi je vous propose de continuer la discussion dans la cour, on vous sert un apéro là-dessus, il faut juste vider la salle pour que Pascal Pouilly, le conservateur allemand, nous ait